Ok, quelle main? Droite. Allez, quelle main? Gauche. Aujourd'hui, je teste pour vous le DJI Osmo Pocket, cette petite machine qui pèse à peine 140 grammes, qui est capable de filmer en 60 images par seconde et en 4K, et en plus, qui stabilise toute seule l'image. Mais avant de commencer, je vais profiter de remercier les magasins Photovision, avec qui j'ai un partenariat, qui me prête le matériel et qui me permettent de réaliser cette review. Donc la machine, elle est vraiment assez intéressante comme elle est construite. On voit la petite tête robotisée, motorisée, complètement automatique qui va stabiliser justement l'image. Et ici on a l'écran, donc je vais l'allumer et vous allez voir, c'est du pur plaisir. Je vais utiliser le petit bouton qui est là. Et maintenant c'est bon, on est prêt. Je n'ai plus qu'à enclencher ici dans les menus. Simplement je dois dire dans quelle langue. Et là, English. Et on a le petit moniteur minuscule, mais qui suffit largement pour travailler, pour cadrer, pour voir un petit peu ce qu'on filme. Et là, vous voyez que la caméra va parfaitement stabiliser dans tous les sens. Assez génialissime ce truc. On dirait vraiment une poule en fait. Je sais pas si vous voyez un petit peu comment une poule fonctionne. Si vous prenez une poule dans les mains comme ça, en fait quand on va bouger son corps, il y a la tête qui va toujours rester droite, quasi quelle que soit la position. Évidemment si vous la mettez à l'envers, la poule, ça va pas marcher. Au début je me suis dit mais l'écran il est vraiment petit comme ça, je sais pas si on va arriver à s'en servir pour cadrer. Mais je vous assure évidemment le humain a des facultés quand même assez incroyables et arrive tout à fait à se rendre compte de ce qui se passe, puisqu'en fait il est très lumineux et relativement bien défini. Alors pour l'instant, franchement, méga bonne impression, mais je pense que c'est dû aussi à l'expérience monumentale de DJI dans le monde des drones. Ce truc-là a l'air quand même vachement solide. Alors je sais pas en quelle matière c'est, ça a l'air quand même évidemment d'être un peu du plastique. En tout cas au niveau des moteurs et des rotules, pour être mécanicien de précision, je peux vous le dire, ça a l'air quand même, ça sonne quand même assez solide. Comme ça. Donc, par rapport à la taille, on est vraiment sur un device qui est ultra optimisé. Franchement, j'ai peine à croire que là-dedans, on a un écran de contrôle, une batterie, qui va avoir une certaine autonomie, je sais pas, j'ai pas encore testé. On a en plus un écran donc tactile, c'est pas rien, c'est quand même un petit écran tactile même s'il est tout petit. Une caméra, un stabilisateur 3 axes, elle est capable de filmer en 4K et je vous promets de faire un test dans ce mode 4K 60 images par seconde pour qu'on puisse vraiment se rendre compte des performances maximales de la machine. Ce petit connecteur ici, qui est très dur à rentrer pour que ce soit super solide, vient servir justement d'interface technique avec un téléphone portable, puisqu'en fait DJI c'est le spécialiste de l'interface téléphone portable pour pilotage de drone. Il faut imaginer que ce truc là, c'est pas un drone évidemment, mais c'est complètement inspiré du système qu'on peut trouver sur les nacelles de drone. Et évidemment ils ont eu la bonne idée de nous le faire en version ultra transportable manuelle pour filmer n'importe quoi. Peut-être que ça va tout simplement remplacer les caméras traditionnelles, les DSLR, je sais pas. Donc là le but c'est de le connecter à un téléphone, qui a volé mon téléphone. Donc le but c'est de le connecter comme ça. J'aurais pu laver mon téléphone, je crois qu'il est complètement ignoble. Et une fois qu'il est connecté, on va pouvoir prendre le contrôle de la machine par une belle grosse interface et du coup l'écran qui est tout petit, peut-être un tout petit peu trop pour certains, va être remplacé par l'écran du téléphone portable et donc on va avoir un confort d'utilisation qui est nettement plus grand et surtout plus d'options de contrôle pour piloter la caméra. Après je pense que la liaison qui nous est proposée n'est pas des plus solides, donc évidemment je pense qu'il doit y avoir des accessoires qu'on peut acheter pour mettre autour pour pouvoir venir solidifier finalement le téléphone et le DJI Osmo, pouvoir être un petit peu plus sûr de ce qu'on fait, pas avoir peur de le briser quoi. Pour l'instant je me dis que j'ai vraiment une très bonne impression. Donc ce qu'il faut pour prendre le contrôle du DJI Osmo, c'est télécharger la petite application qui est gratuite qui s'appelle DJI Mimo. Alors j'ai branché l'application. Donc c'est la première fois que je les connecte, j'ai jamais fait ça avant de toute ma vie. On voit que la liaison tient tout à fait. Voilà, donc on est en train d'activer l'appareil. Donc j'ai pas dû recréer un compte, en fait j'avais déjà un compte chez DJI, apparemment c'est le même compte qui sert pour se connecter sur tous les appareils DJI. Donc du moment que le téléphone est connecté, on n'a plus du tout le contrôle sur le Osmo lui-même. Donc les menus ont disparu et normalement on aura directement accès ici. Il faut insérer une carte micro SD. Voilà, donc là on arrive typiquement dans le genre d'interface qu'on connaît très bien quand on pilote des drones. C'est exactement la même, à peu de choses près, il n'y a évidemment pas toutes les informations GPS, etc. Et là justement, on a l'appareil qui renvoie toutes les informations dans le téléphone et on va pouvoir le piloter. Ok, alors on va prendre la machine en main. Et
Une des fonctions qu'on va le plus utiliser, je pense, c'est quand même le recentrage. Donc il arrive qu'au bout d'un moment, en fait, elles soient plus vraiment exactement dans l'axe de ce qu'on veut filmer. Et on va cliquer simplement 2 fois. Et la machine va recentrer sur le nouvel intérêt. Voilà, donc après plusieurs manipulations, on se retrouve un petit peu décalé. C'est quand même assez dur d'être décalé, mais ce qu'on aura juste à faire, c'est simplement appuyer 2 fois sur le bouton pour recentrer. Je vais appuyer 3 fois. On va passer au mode selfie et à ce moment-là, on va pouvoir se filmer soi-même et en recliquant 3 fois, on va repasser en mode pour filmer devant. En plus, le micro est très bien placé, donc on va pouvoir avoir un confort narratif qui est quand même intéressant puisque on va parler ici dans ce micro qui se trouve juste là en façade à côté du bouton d'enregistrement. C'est un tout petit micro et c'est ce qui explique aussi la qualité du son qui est pas forcément révolutionnaire, ça c'est clair. Les menus se déclenchent très simplement, il suffit simplement de swiper et ensuite on va pouvoir passer du mode photo au mode slow-mo, au mode time-lapse. On a aussi un mode panoramique qui nous permet évidemment de créer des panoramiques mais motorisés avec le mouvement de la tête. Donc on essaiera certainement ça si on a le temps dans ce review. Donc je trouve intéressant ce système une fois qu'on a sélectionné ce qu'on veut. Par exemple, je vais mettre le mode vidéo et ensuite je vais swiper pour avoir les options dans ce mode précisément. Donc là, je vais pouvoir changer le nombre d'images par seconde, mais je vais pouvoir aussi changer la résolution. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment très simple. 4K 60 images par seconde. Là, je vais repasser en 1080 16 neuvième. Si je swipe de l'autre côté, je vais accéder à la bibliothèque, si on veut, de ce que j'ai filmé. Je vais pouvoir revoir les vidéos. Je vais pouvoir taguer si j'aime une image. Donc je vais pouvoir mettre un j'aime. Je vais pouvoir l'effacer aussi. Ici, on voit que tout fonctionne très bien. On a les différentes options qui sont toujours contextuelles du mode dans lequel on est. Un des modes qui me plaît énormément, c'est le mode de suivi d'intérêt. Alors là, par exemple, j'ai ce petit personnage juste en face et je vais simplement double-cliquer dessus. Le dispositif va toujours cadrer le personnage. Et donc ça marche très bien avec des objets, ça marche très bien avec des visages, je l'ai testé justement. Il est aussi possible de prendre directement le contrôle de la tête au niveau de l'orientation verticale. On peut tout à fait le faire en mode manuel. Parfois, quand on est en selfie mode et qu'on n'a pas activé le point d'intérêt, on aura tendance à devoir parfois redresser la tête pour augmenter le point d'intention. C'est vrai que c'est beaucoup plus naturel et rapide et précis que de le faire avec le petit curseur ici, à mon sens. Voilà, alors là on est en plein dans le vif du sujet. J'ai choisi en plus un endroit vraiment pas facile, mais j'ai pas résisté. On a une lumière qui est absolument incroyable. J'ai choisi justement des rails de train désaffectés avec une ambiance lumineuse de fin de soirée juste excellente. Et on va pouvoir faire un petit peu nos tests de stabilisation parce que là je dois marcher justement sur des petits cailloux, sur des rails avec les séparations des rails et tout, c'est vraiment pas facile, donc j'ai l'impression que je bouge beaucoup comme ça. Je pense qu'avec une caméra normale ce serait absolument ingérable. Et là vous voyez alors le cadrage que ça donne. Moi je le vois très bien puisque je me vois dans l'écran de derrière justement, puisque je suis en mode selfie comme ça. Le cadrage est un tout petit peu trop serré je trouve. Après vous me direz dans les commentaires justement. Donc je dois le tenir vraiment à bout de bras pour avoir le cadrage que je veux. Mais ce qui est bien c'est que j'ai activé le mode tracking de la tronche comme ça. Et du coup j'ai absolument pas besoin de me soucier de ce que fait le dispositif, de ce que fait le Osmo. Puisqu'en fait il va s'occuper de toujours me garder dedans. Donc je peux monter, descendre. Donc je m'inquiète de rien. Alors aussi un petit truc que je voulais dire, ce qui serait bien c'est de l'avoir sur un espèce de selfie stick, mais le truc c'est qu'il n'y a pas de trou de fixation. Je pense qu'il faut acheter un accessoire supplémentaire ou bricoler un truc pour pouvoir le mettre justement sur une selfie stick. Je vais peut-être sortir des rails maintenant. Et ainsi pouvoir, je pense l'avoir à bonne distance. Mais maintenant le truc c'est que s'il est un petit peu plus loin, est-ce que le son qui est fourni directement par le Osmo sera suffisamment avec le petit micro d'origine. Donc là, la plupart du temps, pendant la review où je filme avec l'Osmo, on a le son direct de l'appareil. Évidemment, je pense que si on le met sur une selfie stick, il va falloir avoir soit un dispositif supplémentaire, comme un enregistreur audio, qui va pouvoir justement prendre un son séparément, qu'on va resynchroniser par la suite, ou alors un micro qu'on va plugger dedans, et avec le petit adaptateur USB jack,
Et ça va permettre effectivement d'avoir un micro cravate, peut-être, qui permettra de le tenir beaucoup plus loin comme ça. Donc pour que vous compreniez la petite histoire, toute cette review, toute cette vidéo là est filmée en 1080, donc 1920 par 1080p et 25 images par seconde, parce qu'en fait pour des raisons de montage, de facilité, et puis surtout que l'ensemble des prises de vue n'a pas été fait que par le Osmo, j'avais besoin justement d'une bonne compatibilité et c'est aussi plus facile à monter. Donc le plus simple qui me vient à l'esprit, c'est en fait de faire une seconde vidéo où je vais vous faire des prises de vue en 4K 60 images par seconde, et là je vais faire des prises de vue de nuit, des prises de vue basse lumière et des prises de vue en pleine journée dans des conditions optimales, ce qui va permettre de vous rendre compte justement d'une vidéo complète en 4K 60 images par seconde, et puis ça m'évite de justement devoir faire un montage qui est très compliqué, puisqu'en fait je vais simplement les mettre à la suite, faire un rendu final et puis ce sera fini. Donc à ce moment-là, il n'y aura plus de discussion, il n'y aura plus d'explication, ce sera juste du footage mis bout à bout. Ça nous permettra de nous rendre un petit peu mieux compte des capacités de cette petite machine magnifique. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu le coin avant que la lumière ait complètement disparu. Donc comme vous pouvez le constater, je suis en train de marcher sur les rails, comme je disais tout à l'heure, et je ne fais pas vraiment spécialement d'effort pour essayer de stabiliser avec les mains le DJI Osmo. Maintenant je vais passer au milieu et ça permet de se rendre compte de la stabilisation dans des conditions de marche qui sont quand même assez difficiles. J'espère que je ne vais pas me faire shooter par un train, mais jusqu'à nouvel avis, normalement ces voies sont désaffectées. J'aime assez la couleur là-bas. Donc là on commence à être vraiment dans des conditions d'assez basse lumière. Donc là je suis dans le mode de stabilisation standard de l'Osmo. C'est assez bluffant comme ça sur le petit écran. En tout cas on verra ce que ça donne sur le grand écran au moment du montage. Alors maintenant ce qui va être intéressant, c'est de marcher sur un sol normal. Donc là, on est dans les mêmes conditions qu'avant, mais je vais me donner un petit peu plus de mal pour stabiliser. Donc là, je tiens le Osmo avec deux mains et j'essaye de me donner de la peine comme si je le faisais avec un autre appareil photo beaucoup moins stabilisé, pour voir ses capacités de stabilisation dans des conditions qui sont peut-être un petit peu meilleures. On va essayer de faire justement un petit truc, c'est de passer du mode selfie au mode où on regarde devant, comme ça directement en continuant de filmer. Par contre, il m'a rechopé la tronche instantanément. Et ça c'est cool. Voilà, là je crois qu'il est passé. Alors ça, c'est ce que j'appelle des conditions de lumière difficiles. On va retourner à la civilisation, je crois. Franchement, j'ai beaucoup de plaisir, surtout en mode face tracking comme ça. Il n'y a vraiment plus beaucoup de lumière. Je pense que on s'en rend bien compte maintenant, surtout à contre-jour comme ça. Ah, la lumière est vraiment cool. Là, c'est intéressant de constater qui privilégie en fait l'éclairage extérieur plutôt que mon visage. Je ne sais pas s'il y a un mode qui permet de privilégier finalement la lumière sur le visage. Je me rends compte aussi qu'il ne faut pas confondre en fait entre le face tracking et le point tracking. Apparemment on peut traquer un point. Donc on clique sur un point, il va essayer de traquer ce point. Ou alors il va, suivant comment il arrive à détecter que c'est un visage, il va plutôt considérer que c'est un visage et puis le suivre correctement. Moi, je vais faire un petit test de stabilisation face tracking avec un petit sprint. Je cours le plus vite que je peux.
Ok, on continue en basse lumière. Cette fois, c'est l'éclairage public. Vachement intéressant aussi de voir ça. Et on descend les escaliers. Donc là, on a un double test. Basse lumière, éclairage public et escalier. Franchement, c'est du pur bonheur de pouvoir tester ça, c'est vraiment cool. Alors là, je dois avoir une de ces tronches comme ça. Éclairage public, c'est pas ce qu'il y a de plus fabuleux pour faire du cinéma. Et là, il a automatiquement détecté mon visage. J'ai pas eu besoin de double-cliquer sur l'écran. On commence à se connaître tous les deux en fait, c'est ça le truc. Tu peux marcher un peu plus droite. Voilà, donc là j'ai choisi justement le même décor que j'avais choisi à l'époque pour le test du Canon EOS R, parce qu'en fait il est vraiment intéressant, il y a beaucoup de contrastes. Alors franchement, je mène pas la vie facile à ces pauvres petites machines quand je fais des tests. Et l'idée c'est justement voilà, de ne pas avoir forcément des conditions qui sont hyper favorables. Quand c'est un touriste qui s'intéresse à ce genre de petits dispositifs pour filmer ses vacances, évidemment il ne va pas pouvoir réunir toutes les conditions idéales. Et là, ce que j'avais envie vraiment de faire, c'est de le challenger sur les contrastes, parce qu'effectivement on a du plein soleil de plomb, je peux vous dire qu'il fait hyper chaud, et on a aussi de la pénombre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de le voir passer justement du plein soleil à la pleine ombre, et même de filmer justement les deux en même temps, d'avoir justement des zones très sombres, des zones très claires, et voir un petit peu à quel point il arrive à surmonter le cramé dans l'image ou le manque d'information dans les basses lumières. Voilà, alors là on est sur une des capacités les plus intéressantes de la machine à mon sens pour les gens qui font des interviews, c'est qu'on a cette capacité de se faire suivre, le face tracking en l'occurrence. Et là, on va tester un petit peu comment ça fonctionne. Est-ce que c'est rapide? Est-ce que si je m'éloigne, il a de la peine à me choper? Là, j'ai pas l'impression. C'est vrai qu'à cette distance, par contre, l'écran est tout petit. Et par contre, justement, on est relativement loin. Donc là, le micro qui se trouve directement sur l'Osmo n'est plus assez sensible. Donc voilà. Là, ce que je vais tester, c'est, je pense qu'il doit quand même faire la mise au point. Donc on va faire le fameux test habituel. Test de mise au point. Et je vais essayer de le challenger un petit peu. Ça a l'air de marcher comme ça, hein, je dirais. Franchement, c'est du bon travail, hein. Donc là, évidemment, on est obligé de prendre un recorder externe pour pouvoir surmonter les limitations du tout petit micro à cette distance. Ou alors d'avoir justement un micro amplifié Canon qui va prendre depuis le dispositif, si on ne veut pas avoir justement le petit enregistreur dans les mains quand on fait ça. Mais enfin, ça reste une solution qui est intéressante. Et ce que je trouve vraiment cool, c'est qu'on pose le Osmo quelque part sur un petit muret ou sur un trépied avec un adaptateur. Et puis on va pouvoir mener une interview, même se déplacer, être assez naturel. Et on n'a plus besoin de cadreur. C'est ça qui est vraiment extraordinaire.
Donc là on est en train de tester les escaliers hein, en plein jour. Normalement ça devrait être pas trop mal. Voilà les amis, on est arrivé à terme de cette vidéo. Alors j'ai noté quelques petits trucs qui sont importants de relever. Donc première chose, je trouve que dans les basses lumières, mais pas trop basses, donc disons en fin de soirée comme ça, il s'en sort vraiment bien parce que le grain il est vraiment minuscule, il est vraiment très fin. C'est une forme de tout petit grain comme ça qui finalement passe relativement bien sur l'image, mais ça c'est mon analyse, hein. Après il y en a qui n'aiment pas ça. Quand on arrive dans des luminosités qui sont vraiment trop faibles, à ce moment-là on va avoir du grain qui est beaucoup plus de nature colorimétrique, et à ce moment-là on a un espèce de papillonnage comme ça à l'image. Moi perso, ça je pense que c'est pas voilà. Évidemment on peut pas rivaliser avec des appareils photo de type Sony A7R etc, mais en contrepartie évidemment si on voulait avoir une telle capacité à la stabilisation, il faudrait prendre des Osmo relativement lourds. Ou des Ronin pour pouvoir justement stabiliser. Alors la stabilisation serait bien sûr naturellement bien meilleure, mais ça nous fait aussi des setups qui pèsent des kilos, et donc on ne peut pas comparer, puisque là le Osmo on le met dans son étui, on le met dans la poche, on le ressort à n'importe quel moment, on le démarre, ça démarre en 3 secondes à peu près, il n'y a plus qu'à peser sur recording et c'est parti, on peut filmer très vite. Donc voilà, le Osmo ne peut pas concurrencer en fait en termes de qualité d'image ses pairs, hein, les mirrorless et tous ces plein format qui ont des capteurs incroyables, etc. Là on a un tout petit capteur, donc on ne peut pas rivaliser en termes de qualité d'image, et ça c'est normal. Par contre en termes d'utilisabilité, de compacité, de pratique, pour réaliser des petits documentaires, pour faire des petits films de voyage, pour faire justement de la prise de vue d'action. Moi je me laisserais assez tenter par les interviews justement où on le pose quelque part comme on a pu voir dans le parc. J'ai vraiment fait exprès d'être dans les pires conditions puisque je suis à contre-jour, donc il arrive quand même bien à me remonter la lumière dessus. À ce moment-là je me laisserais quand même assez bien tenter justement de pouvoir le poser quelque part et de faire une interview avec une personne. On pourrait se déplacer, on pourrait montrer des choses, on pourrait revenir plus proche de la caméra, etc. Toute une dynamique, et c'est un peu comme si on avait finalement une espèce de cadreur. Donc ça j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est probablement une des options moi personnellement que je préfère. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre ? Oui, faire super attention effectivement, le son, donc si on est trop loin, il devient vite un peu faible. Et puis justement, donc pensez à se munir d'un enregistreur séparé, comme le Zoom H1 par exemple, n'importe quel enregistreur, même ces espèces de dictaphones qui se mettent là, qui vont prendre justement le son, ou peut-être un micro-cravate pour vlogger si on est sur une perche, si on est vraiment trop loin. Le micro est vraiment très petit, il est bien placé par contre,
mais effectivement on n'a pas autant de graves, autant de richesse sonore qu'on pourrait l'avoir avec un recorder, mais ça c'est aussi normal, il faut imaginer la compacité de ce truc, 140 grammes pour embarquer de la stabilisation, du 4K, de la prise de son, une batterie, etc. Enfin c'est tout à fait formidable, c'est franchement un appareil extra qui va pouvoir être utilisé en complémentaire justement d'une machine qui sera beaucoup plus professionnelle. Mais je pense que pas mal de gens peuvent y trouver une utilisation, c'est-à-dire complète. C'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment faire du 360, si je peux parler comme ça, ou ils vont pouvoir l'utiliser pour des interviews, faire des plans de transition, du B-roll comme ils appellent ça, donc des plans transitoires. En plus, je trouve que la stabilisation est pas mal. J'ai essayé de faire de mon mieux pour essayer d'aider la stabilisation en marchant. C'est vrai qu'on voit quand même un peu un espèce de flottement, mais ça il l'annonce dans toutes les vidéos. Du fait de la petite taille du capteur, on a aussi une faible dynamic range. En fait, on a beaucoup de contraste dans l'image par rapport évidemment à une Blackmagic, mais on peut toujours pas comparer. On a 14 stops de dynamique sur une Blackmagic, donc on peut absolument pas comparer ça. On a des capteurs qui sont plus gros jusqu'à du plein format. On a des fichiers qui sont enregistrés en log, etc. Donc là, on est quand même dans de la compression, même si le débit en 4K est assez dingue. Il est assez cool, disons 100 mégabits par seconde. J'ai pu vérifier les fichiers, je les ai simplement analysés et on voit bien qu'on a bien du 100 mégabits par seconde sur de la 4K en 60 images par seconde, donc ça c'est formidable. Je pense qu'il faudrait pas moins que ça parce que là ça deviendrait perceptible. Et voilà, donc après c'est un petit peu les analyses que j'ai fait moi en ayant pu l'essayer comme ça quelques heures. Je vous laisse analyser, prendre vos responsabilités pour l'analyse de l'image. Je pense que j'ai filmé à assez d'endroits dans des conditions qui sont suffisamment différentes pour pouvoir vous permettre de prendre une décision par rapport à d'autres films sur internet qui illustrent d'autres machines. Moi personnellement je trouve que pour le prix on a quand même un appareil extrêmement bien conçu, formidable, solide. Et franchement, je crois que je suis assez tenté de franchir le pas. Voilà, donc on est arrivé cette fois-ci vraiment à la fin. Je remercie encore une fois les magasins Photovision qui m'ont prêté le matériel, qui ont permis de réaliser cette review. Moi j'ai passé un super moment avec vous et j'espère que vous aussi. Il ne me reste plus qu'à vous congédier et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt.